Et nous allons démarrer. Bonjour à tous. Nous sommes donc le jeudi 25 janvier. On va faire cette conférence sur la différence dans le cadre des conférences de la CCH. Et nous avons ce soir le plaisir d'avoir beaucoup de monde, des personnes qui vont intervenir. Alexandre Jolien, qu'on va écouter une interview qu'on a faite la semaine dernière. Ensuite, on parlera avec Barbara Donville. On recevra après Thierry Servilla. Et puis, nous avons avec nous Nicolas Gouin qui va nous accompagner pour éclairer des choses, amener des questions, etc. Antoine Bioy qui aura la parole pour nous faire des analyses de ce qu'il a envie de faire pousser un peu plus loin, une analyse, l'interprétation, etc. Antoine Bioy ne peut pas être imité, c'est Antoine Bioy qui nous apporte ses connaissances et sa curiosité quand il assiste à quelque chose, c'est très intéressant. Et puis Patrick Lelon, qui est l'oreille, l'œil du journaliste, passionné, philosophe, qui nous amène souvent ce regard que nous n'avons pas et qui est très, très riche dans une conférence, ça me paraît très important. Henri Bensoussan sera là à la fin pour nous donner son mot de la fin et apporter un autre éclairage. Je vous souhaite une bonne conférence. On va commencer par regarder ensemble Alexandre Jolien. Merci Alexandre Jolien. Merci à vous. Merci d'être avec nous pour cette conférence qui sera en différé. Nous recevrons Barbara Donville, qui est psychologue, pour nous parler de l'autisme, et puis Thierry Servilla, avec qui on parlera de l'hypnose. Et le thème de cette soirée, c'est de savoir comment on peut aller vers l'autre pour mieux le comprendre, qu'il soit en difficulté pour s'exprimer, qui soit en difficulté pour penser, qui soit en difficulté pour marcher. Le travail, quand on s'intéresse à l'autisme, c'est justement de pouvoir trouver le chemin pour aller vers l'autre. C'est ce que Barbara nous expliquera, Barbara Donville. Et puis avec Thierry Servilla, on verra comment on peut utiliser cette différence pour mieux se rapprocher de l'autre. C'est dans ce sens que j'avais proposé qu'on travaille ensemble. Donc, dites-moi vous, en quelques mots, euh, qu'est-ce que vous trouvez possible quand quelqu'un dit que plus rien n'est possible, en particulier pour établir du lien. Voilà. Oui, tout d'abord, merci pour votre accueil qui me touche énormément. Quand quand on parle d'impasse thérapeutique ou relationnelle, j'ai toujours à l'esprit la distinction de Nietzsche qui, dans le Gai Savoir, distingue la grande santé de la bonne santé. La bonne santé, c'est d'être en pleine forme, de pas avoir d'handicap, de pas avoir de traumatisme. Autrement dit, il n'y a pas grand monde qui survit. Et la grande santé, c'est justement faire peu de tout bois, intégrer le traumatisme, le handicap et introduire sa vie dans un dynamisme. Et pour moi, rencontrer l'autre, et soi d'ailleurs, c'est peut-être se mettre en route vers la grande santé. Alors moi, le mot que je me pose en écoutant ça, cette phrase de Nietzsche, c'est pourquoi le mot santé? Parce qu'on aurait pu dire aussi, finalement, le lien, la rencontre. La santé, et là, ça rejoint un autre penseur qui est Sogyal Trungpa, un penseur tibétain, c'est notre être fondamental. Je trouve qu'avec l'Occident, on a trop l'image qu'on est déficient, qu'on est des pécheurs, et je trouve que rappeler que en tant qu'être humain, il y a une densité, il y a une intensité, il y a une énergie qui est fondamentalement bonne, et justement le lien, c'est se connecter, rejoindre cette source pour aller de l'avant. D'accord.
Alors, on va partir de là. On va partir de cette idée-là. Euh, Se connecter à la grande santé, ça veut dire s'ouvrir aux autres et profiter de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on sait faire pour s'ouvrir aux autres. C'est ça. Oui, Comment va-t-on intégrer dans cette idée le fait d'avoir besoin des autres? alors justement, on a souvent tendance à considérer le besoin comme un manque, mais finalement, on est interdépendant. Je suis là grâce à plein de monde, euh, l'ordinateur, la famille, vous qui m'avez invité, et je suis pas isolé sur une île déserte. Et le besoin de l'autre, c'est une ouverture plus qu'un manque, c'est une sensibilité, c'est mille et une interconnexions qui me relient aux autres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours, que j'ai entendu hier en particulier avec une patiente qui s'est excusée de devoir s'appuyer sur nous pour avancer et à qui on rappelle que c'est notre place même dans la vie de pouvoir permettre de servir d'appui. Euh, Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée qui est véhiculée dans une société qui est individualisme, qu'on doit s'en sortir tout seul. Et il y a l'idée du self-made man ou du self-made woman qui nous imprègne beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions qui témoignent pour cette idéologie quand on dit il s'est fait un burn-out. C'est la double peine. C'est la personne qui souffre, non seulement elle souffre, mais on lui attribue l'origine de son mal-être. Et moi, je crois de plus en plus que la santé, c'est précisément un lien, c'est être en lien avec les autres. Et hier, j'étais aussi chez le médecin et je me suis surpris, après quelques minutes, à m'excuser de prendre du temps au médecin parce qu'à nouveau, on vit dans une société où il faut être rapide à la caisse d'un supermarché, il faut être rapide dans les transports publics. Et justement, il y a presque une rébellion à essayer de ralentir pour épouser le rythme de chacun. le, le mot ralentir, on le retrouve dans l'hypnose, puisque on propose de je dirais, se séparer quelques instants de ce qui est trop envahissant pour retrouver quelques pensées qu'on va pouvoir entendre et pouvoir peut-être y répondre. Donc, ralentir, c'est un mot important. Et je dis souvent aux patients, dépêchons-nous de prendre notre temps. D'accord? Voilà. Dépêchons-nous, puisque vous voulez qu'on aille vite, mais de prendre notre temps. C'est cette phrase-là. Mm. Euh, Le fait de dire qu'on a besoin de temps pour résoudre quelque chose est complètement aujourd'hui euh, inapplicable dans l'esprit de beaucoup qui sont dans l'attente d'une réponse rapide, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'école. Il faut fournir quelque chose, il faut fournir des papiers. Et l'exemple que je trouve le plus flagrant aujourd'hui, c'est le choix d'orientation des élèves à la fin de la première ou de la terminale, où ce délai, ce compte à rebours est absolument épouvantable. Il nécrose l'espoir, il nécrose la possibilité. C'est l'autre jour, vous en avez parlé de ce mot-là. Euh, il nécrose la pensée du cœur. On ne peut plus dire ce qu'on aime faire. Oui, et en Suisse, je suis suisse, c'est pire. À 13 ans, on doit choisir son orientation professionnelle. De nouveau, il y a tellement d'injonctions et il me semble que quand quelqu'un pète un plomb, comme on dit horriblement, dysfonctionne, au lieu de regarder
comment il interagit avec justement des pressions extérieures, des rythmes, on lui confie le soin de s'en sortir, hein. On le somme d'aller mieux. Et pour moi, la santé, c'est avant tout un lien entre soi et les autres, entre soi et le monde. Et hâtons-nous lentement, comme on disait dans l'Antiquité, c'est vraiment, c'est pas de la passivité, au contraire, c'est être éminemment actif et avancé. Mais vous aimez bien les éléphants. Dans la tradition du Zen, on dit qu'il faut avancer à pas d'éléphant, c'est-à-dire un pas bien posé sur le sol, bien stable, après l'autre. Et c'est finalement la confiance intérieure, la sécurité qui sont en jeu. Alors, oui, c'est cet éléphant qui accompagne mon espace de pensée. Et on en reparlera ensemble, on en reparlera. L'éléphant, quand je parle à des patients, je leur dis, tiens, ben, on va s'approcher, on va avancer pour voir des choses. Ah non, non, ben, vous allez reculer peut-être. Mais non, parce que quand on recule, on est en train de s'éloigner, on voit plus rien du tout. On a toujours la sensation qu'en avançant, on pourra peut-être tomber, mais on oublie qu'on peut aussi s'arrêter. L'éléphant s'arrête quand il ne comprend pas ce qu'il y a. Reculer, finalement, c'est reculer, comme on dit, pour mieux sauter, mais on n'est pas obligé de sauter. On peut simplement s'arrêter et regarder. Et dans les soins qu'on fait, souvent, on donne la possibilité de s'arrêter. Mais il va falloir le justifier, parce qu'un patient se sent coupable de s'arrêter parfois. L'arrêt de travail est pour moi, en soi, déjà thérapeutique, parce qu'il permet de s'arrêter pour regarder ce qui se passe autour. Quelqu'un vient de s'arrêter, il y a déjà quelqu'un à côté qui va lui dire, alors qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous avez réfléchi, vous avez décidé? On ne peut rien décider, on ne va pas bien. Donc, est-ce qu'on a encore le droit de s'arrêter pour réfléchir? Je pense qu'on a besoin parfois de temps pour réfléchir. Ça me rappelle la dernière page de l'éthique et Spinoza qui compare le sage à l'ignorant. Bon, c'était des catégories avant, mais il dit en gros que l'ignorant a besoin on dirait aujourd'hui, de se sentir vibrer pour se sentir exister, alors que précisément il s'agit de laisser décanter, comme dit Maître Eckhart, de descendre au fond du fond. Et à nouveau, c'est presque une rébellion dans une société où on est réduit à ce qu'on fait. C'est-à-dire, dans des cocktails ou dans des rencontres, la première question, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est pas qui tu es, quels sont tes rêves, c'est qu'est-ce que tu produis. Et ce modèle, c'est quand même important de réaliser que c'est qu'un modèle parmi d'autres. Il n'y a pas à naturaliser ce modèle, c'est pas la norme absolue. Et quand on est malade, c'est peut-être l'occasion de voir qu'il y a d'autres modes d'exister et qu'on avance à son rythme. Et c'est il y a une image soufie qui parle des caravanes qui évoluent dans le désert et qui dit que pour avancer, il faut repérer les oasis, sinon on se perd et on n'a plus de quoi avancer, et qui distingue dans le même temps les états mentaux des étapes. Et j'aime beaucoup cette idée. On peut être dans un état mental très paniqué, très dépressif, et pourtant avancer, être dans une étape vers le progrès et vers la grande santé. Et tout dépend du regard que l'on pose sur le progrès intérieur
Justement, la première étape, c'est peut-être prendre le temps de regarder où j'en suis. Alors, pour vraiment appuyer ce que vous dites, lorsqu'on parle d'hypnose, on a beaucoup défini l'hypnose comme un état modifié de conscience. Et François Roustan, dont on va reparler ensemble, euh, lui, abordait la notion d'un fonctionnement. Il disait, on n'est pas dans un état, on fonctionne. On fonctionne comme vous venez de le dire. Il n'y a pas un état mental, il y a des étapes, et au cours de ces étapes, on aura des états très différents. Donc on fonctionne en hypnose, on devient, on rentre dans la perception généralisée, on perçoit plein de choses. On va avoir des moments où on se laisse faire, d'autres moments on reprend le contrôle, d'autres moments on se laisse faire, comme on fait tous dans la vie, et non un état. L'image de l'état figé avec une catalepsie, c'est l'image du spectacle où on voit quelque chose de figé. C'est pas, la pensée n'est pas comme ça, c'est vraiment l'image que vous venez de donner. On marche dans l'oasis, au travers d'une oasis, on va vers une oasis. Cette marche va se faire parfois avec des ralentissements, parfois on repartira, etc. Mais parler de l'état, ça montrerait que tout est figé et que certaines choses ne peuvent pas recommencer. C'est ça qui je trouve Mm, dérangeant. Ouais. mm. Alors, si je prends les choses où nous en sommes là, euh, ce qu'on décrit finalement, c'est le fonctionnement de la vie de tous les jours. Oui, oui, et pour moi, la vie spirituelle est très incarnée dans le quotidien, dans les hauts, dans les bas, et la façon dont je me lève le matin, dont j'accueille les autres, dont je vis mes fragilités, tout ça fait partie du chemin. Que pensez-vous de Krishnamurti? Ben, il m'inspire beaucoup. On connaît tous ses livres, Se libérer du connu, euh, l'idée de sortir des catégories mentales qui réifient le réel pour accueillir justement le chemin qui n'est pas tracé, qui n'est pas figé et qui est sans but ultimement. Ce que je trouve dans ce que vous dites, c'est que face à notre patient, le patient, quand il vient nous voir et qu'il nous paraît parfois très loin de nous, on le sent, il nous le dit figé dans quelque chose. En fait, il n'est pas figé. Je pense que le patient, il se protège. Il se protège. Il attend qu'on puisse venir vers lui, qu'on puisse trouver quelque chose, et souvent en plus avec beaucoup de peur, de la peur de ce qu'on va pouvoir lui dire. Krishnamurti, je propose à beaucoup de patients de le lire en prenant des thèmes par leur âge, donc que ce soit des ados, soit des adultes. Il y a ce livre que je trouve qui est une belle découverte. Chaque jour, on peut lire une approche. Et on a parlé il y a quelque temps avec Antoine Bioy de la légitimité de notre place de soignant. Euh, Krishnamurti, il dit oubliez ce que vous savez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le savoir. Et alors, vous pourrez être disponible à l'autre. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. Et ça rappelle un concept que on trouve chez Heidegger, c'est celui d'équivoque et c'est décrit par Heidegger comme un danger, c'est-à-dire quand j'écoute l'autre, quand je recueille son témoignage de vie, j'ai peut-être la tendance à ramener à des catégories qui sont miennes. Ça me rappelle ça. J'ai vu un reportage là-dessus et ce faisant, on se coupe de la spontanéité, de la singularité et de la différence de l'expérience de l'autre en la casant, j'allais dire, dans du connu. Et se libérer des cases, c'est vraiment accueillir l'autre sans juger. Alors ça veut dire que finalement, quand on relit un livre ou quand on regarde un film de nouveau, quand on réécoute une chanson, on peut le réécouter ou le relire avec la même curiosité de quelqu'un qui ne l'a jamais lu. Et on est étonné Oui. parfois d'entendre quelqu'un qui a lu 7 fois, 8 fois un enfant, 10 fois un livre. Il le relit, toujours en cherchant à le découvrir.
Oui, dans le zen, Suzuki parle de l'esprit du débutant, c'est-à-dire quand on découvre un truc, on n'a pas d'a priori, et c'est cette fraîcheur qu'on peut retrouver à chaque instant si on a conscience de tout l'armada conceptuel qu'on pose sur la réalité. Ça veut Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Je vous propose qu'on fasse un petit point là pour dire un peu ce qu'on pense de ce qu'on entend, pour se resituer un petit peu avec vos pensées à vous. Je vous redonne le son à Barbara, à Nicolas, à Thierry. Hop, voilà, à Patrick, Antoine et Henri. Voilà. Vous m'entendez? Nicolas, c'est bon? Tu veux reprendre le son? C'est bon, Voilà. je t'entends. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour rebondir, Nicolas? Qu'est-ce que tu auras envie de poser à nos orateurs? Et on va reprendre après la vidéo. C'est plusieurs réflexions m'ont traversé en écoutant Alexandre Jolien. Au début de son discours, il a parlé de la bonne santé, de la grande santé. Ça, ça m'a rappelé, ça me rappelle des conversations que j'ai en ce moment avec Thierry, Seravia, sur le fait d'être dans la vie. Et ça m'a fait réfléchir sur l'idée, est-ce que la santé, c'est être dans la vie, dans ce concept de grande santé. Et une autre réflexion que que j'étais en train de noter sur la fin, qui peut-être introduira euh, le discours de Barbara, c'est quand Alexandre parle de se libérer des cases, c'est accueillir l'autre sans juger, et que ça, ça me faisait penser à la question de l'autisme. Et il me semble que j'ai pas encore lu le livre de Barbara, mais j'ai regardé un peu. Il me semble qu'elle parle de zone d'autisme. Et ça me semblait intéressant ce concept de zone d'autisme plutôt qu'une case d'autisme. C'est ce qui me gêne parfois avec le concept de l'autisme. Ce sont les deux réflexions qui me viennent dans un, dans un premier temps, puis je laisse les autres développer. Thierry? Alors moi, d'abord, je suis très ému de voir Alexandre Jolien, dont je suis fan, notamment par son cheminement par rapport à ce qui lui est arrivé concernant son handicap. Et j'ai adoré beaucoup de ses livres, notamment Le philosophe nu, qui me touche profondément et qui renvoie aussi à la question du savoir et du non-savoir, qui est une notion euh, fondamentale, à mon avis, en hypnose. Et donc, voilà, je suis beaucoup sous le coup de l'émotion d'avoir vu Alexandre prendre la parole, répondre à tes questions et cette profonde humilité qu'il continue à avoir alors que c'est une star médiatique considérable. Et je suis déjà ému de ce contact et cette émotion me témoigne, je développerai l'idée que les émotions sont utiles tout à l'heure, mais ça témoigne que je vis un moment important ce soir. Voilà. Barbara? Moi aussi, ça m'émeut. C'est la troisième fois que je vois Alexandre Jolien. Et à chaque fois, c'est toujours aussi émouvant. Et ce que je trouve merveilleux chez lui,
et c'est le fait qu'il fait passer profondément que euh, sa différence, c'est c'est une construction, il y a sa norme. Voilà. Et c'est quelque chose qui me touche profondément parce que c'est exactement ce que je me suis dit il y a 35 ans. Voilà. Antoine, tu veux dire quelque chose? En fait, je sais pas bien parce que j'ai pris beaucoup de, j'ai fait, j'ai beaucoup de choses en tête que j'ai notées. Et donc, du coup, si je me lance, j'ai peur de pas m'arrêter avant longtemps, sauf si tu coupes mon micro. Euh, Peut-être, je vais glisser certaines choses et tu m'arrêtes quand tu le souhaites. L'une des premières choses qui m'est venue, c'est la figure du super-héros. Et le rappel aussi que pour être un super-héros, tous les super-héros sont vulnérables, en fait. Vous pouvez lister dans votre tête n'importe quel super-héros de la pop culture. En fait, ils ont tous une vulnérabilité et la plupart sont orphelins. Et donc, du coup, c'est la vulnérabilité, en fait, qui donne aux super-héros sa nature, en fait, de super-héros. Si cette vulnérabilité n'existe pas, il n'y a pas de super-héros. Et du coup, en écoutant et en pensant en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que finalement, on a si peur de la différence, puisque précisément, c'est dans cette différence que l'on ressent bien souvent comme étant une vulnérabilité que les choses semblent exister. Et peut-être, en tout cas, c'est sans doute la psychologie qui amène à ça. Le fait de dire, ben, cette différence, en fait, c'est précisément ce qui construit notre identité, ce qui définit l'identité de quelqu'un, c'est la différence que l'on a avec l'autre, c'est pas dans les similitudes. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, quelle est finalement la solution qui pourrait exister entre le fait de respecter sa différence que l'on prend généralement pour une vulnérabilité et le fait malgré tout que cette identité, cette notion d'identité est important. Je me souviens d'un écrit de William James qui disait que je crois qu'il utilisait la pire abomination, je crois qu'il utilise ce terme-là. L'abomination suprême ou la torture suprême pour un être humain serait qu'il revienne sur Terre en étant invisible, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être reconnu dans son identité par les autres. Et sans doute, c'est là où je reviens à toi, que l'une des solutions possibles pour arriver à faire ce grand écart entre cette différence entendue comme ressentie comme une vulnérabilité pourtant nécessaire pour devenir un super-héros, et puis cette faiblesse ressentie, elle est probablement dans le fait de faire ce lien avec l'autre, l'autre en soi, l'autre avec soi, c'est-à-dire de rechercher une complémentarité, mais une complémentarité qui, de toute façon, ne peut être que partielle, parce que la complémentarité sociale, complémentarité sociale et totale, c'est l'être suprême, celui qui, dans notre mythologie, en fait, est précisément la totalité des choses, c'est-à-dire pour lesquelles il est tellement complémentaire avec l'existence que finalement il est tout. C'est l'être suprême, c'est la figure de l'hermaphrodite chez Ovide qui va être présent. Et sans doute que la beauté, qui se dégage d'une forme de beauté ou d'esthétique qui vient d'être exprimée dans la personne de Jolien, et je dois dire que je dois faire des efforts pour le voir avec son handicap, tellement je l'écoute comme étant un philosophe. Donc c'est vrai que je dois me rappeler en fait que quelque chose le construit. Mais en tout cas, sans doute, et peut-être je vais m'arrêter là juste après, sans doute que précisément la beauté ou l'esthétique de la chose, c'est de rechercher cette unité sans jamais faire le deuil de l'identité. C'est-à-dire, j'essaye de trouver dans le lien avec l'autre ce complémentaire qui me fait mieux ressentir ce qui me fonde dans mon identité et que je prends pour une vulnérabilité, mais qui peut devenir une richesse à partir du moment où l'autre est là, mais sans jamais devenir un être suprême, c'est-à-dire la totalité des choses, en continuant à percevoir cette différence et ce jeu tout le temps entre respecter et percevoir la différence et en même temps, dans ce respect de l'identité, malgré tout, viser la complémentarité, tenter d'aller vers l'unité et sans doute que l'une des entreprises de Roustan, avec le rappel de la transe que tu disais tout à l'heure, était effectivement celle-ci, avec cette notion d'impersonnalité qu'il a développée. Être là pour l'autre, être en lien avec l'autre, mais le moment où l'identité disparaît pour viser cette complémentarité et qu'enfin on puisse simplement être là. Merci à vous tous. Patrick, avant qu'on revienne dans la vidéo, tu veux nous dire quelque chose? Moi, enfin, j'étais surtout étonné par cette façon de se promener
C'est-à-dire que quand j'entends effectivement Alexandre, je trouve ça très frais dans la mesure où plutôt que de vouloir absolument se cantonner sur des concepts, etc., il est en train de nous raconter l'art de la balade intellectuelle. C'est-à-dire ce qu'il attrape chez Nietzsche, il y a plein de gens qui l'attrapent pas comme ça. Nietzsche, l'homme idéal pour Nietzsche, c'est le funambule. Le funambule, c'est simplement quelqu'un qui est présent. S'il n'est pas présent, il se pète la gueule et donc il n'y a rien. C'est-à-dire que ce n'est jamais l'autre, le funambule. Et moi, ça me fait penser à l'art de la promenade. Et je trouve ça extraordinaire. Quand tu te promènes, t'as pas de but. Si tu as un but, c'est plus une promenade. Donc, la question que je me pose, ben alors là, je parle à tous les praticiens qui sont autour de la table. Le danger, enfin, la difficulté, c'est que quand on rentre dans un lien thérapeutique, c'est pas vraiment une promenade. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Je me demande si je ne m'enferme pas dès lors que je suis en train d'échanger avec un thérapeute. C'est ça la difficulté. Est-ce que je suis capable, comme Krishnamurti, de me détacher des schémas et de dire finalement, j'ai tout simplement besoin de tout faire éclater, je n'ai rien, j'écoute. J'essaye d'être ce qui est en moi et non pas ce que je dis de moi. Ça, c'est compliqué. Ou est-ce que finalement, je vais y arriver? Et je trouve dans un lien thérapeutique, ça doit être très, très compliqué. Mais alors ça, après, il faut poser la question au thérapeute. Je trouve que leur mission est difficile. Alors, ce que tu nous dis, Patrick, ça ouvre la deuxième partie, c'est qu'on est en train de parler du soin. Et on se Hmm. dit, dans le soin, comment va-t-on faire avec la différence? Euh, Si j'avais voulu présenter la conférence, j'aurais dit que la différence quand on est face à quelqu'un, elle est dans son apparence, dans son langage, dans son activité, dans son ressenti, dans ses croyances, dans son histoire. En fait, elle traduit son existence. Ce qu'a dit tout à l'heure Antoine, c'est son identité, la différence. Pour comprendre l'identité de l'autre, est-ce que je dois parler comme lui? Est-ce que, comme disait tout à l'heure, enfin, il va vous le dire après, quand on est avec Alexandre, c'est parfois compliqué de ne pas entendre la différence quand il s'exprime, Hmm. et en même temps, j'ai peut-être pas besoin de tout comprendre, puisqu'il est en train déjà de me montrer des choses. Il a pris le chemin, ça nous permet d'éviter de nous enfermer dans des étiquettes, ça il a bien dit, il va nous en reparler. Donc moi je dirais que finalement, cette conférence, c'est se dire, avec quel code pouvons-nous nous comprendre? Avec quel code pouvons-nous nous découvrir? C'est ce que Barbara nous dira tout à l'heure, et donc je vous invite à voir la suite. Quand on relit un livre ou quand on regarde un film de nouveau, quand on réécoute parfois d'entendre quelqu'un qui a lu 7 fois, 8 fois un enfant, 10 fois un livre, il le relit, toujours en cherchant à le découvrir. Oui, dans le zen, Suzuki parle de l'esprit du débutant, c'est-à-dire quand on découvre un truc, on n'a pas d'a priori, et c'est cette fraîcheur qu'on peut retrouver à chaque instant si on a conscience de tout l'armada conceptuel qu'on pose sur la réalité. Ça veut dire que finalement, quand un patient est avec nous, on va prendre un patient qui souffre d'autisme. Lorsqu'on dit le mot autisme et qu'on le dit au patient, il y a quelque chose de... On a la sensation qu'on crée déjà un autre gouffre et qu'on a la sensation de dire je suis de ce côté, vous êtes de l'autre, alors qu'on cherche à aller vers lui. Mais comment aller vers l'autre? Est-ce qu'il faut dire le mot autisme ou est-ce qu'il faut marcher et aller à côté de lui? En clair, comment oublier tout ce bagage qui représente dans ma tête l'autisme, mais qui n'est pas du tout celui qu'il représente pour lui? Comment permettre au patient de pouvoir sortir aussi de quelque chose qui l'empêche d'aller vers nous? Alors, le diagnostic, il peut être très rassurant et donner une ligne conductrice pour avancer,
mais quand il devient le tout de la relation, eh bien, peut-être qu'il n'y a précisément plus de relation. Et je pense qu'on doit jongler entre les deux. On a besoin de diagnostic et d'étiquettes, en somme, mais euh, on peut revisiter ces schémas tous les jours pour être au plus près du réel, parce que la rencontre, elle peut être aliénée, altérée par les étiquettes. Et savoir qu'un diagnostic, un mot comme autisme, handicapé, c'est qu'un mot pour essayer de comprendre, mais on s'arrête au mot, on voit pas la singularité qu'il y a dans la réalité chez les êtres humains. Alors pour prendre la suite de ça, un patient me dit, est-ce que je demande une reconnaissance d'handicap? C'est souvent ce papier qui fait peur, mais il ne fait pas peur parce qu'on va expliquer ce qui nous handicape. Il fait peur parce qu'on va devenir un handicapé. Ça veut dire celui qui ne peut plus faire comme les autres. On est d'accord. Oui, On a changé finalement la sémantique du mot. Le mot ne veut plus du tout dire la même chose. oui, et de nouveau, les mots sont importants, et quand on dit il est handicapé, on met le handicap quelque part dans son être. Ça paraît un détail, mais dire il a un handicap, c'est quand même plus ouvrant que dire il est. Et ça pose la question de Ramana Maharshi, on passe le Krishnamurti à Ramana Maharshi, qui s'est éveillé en se posant à fond la question qui suis-je? Et c'est vrai, qui suis-je? Je n'aimerais pas me définir comme une personne handicapée, alors même que la société et le regard de l'autre tend à le faire. Mais qui suis-je? Ultimement, je ne suis pas, personne ne l'est, réductible à des étiquettes. Et en D'accord. même temps, socialement, peut-être que ce papier de déclaration de handicap, de reconnaissance, ça peut aider pour avoir accès à certaines des soins. Et c'est ça l'ambiguïté. Ce papier peut m'aider, mais je ne suis pas réductible à cette identité sociale. Alors on est dedans, là, on est en plein dans cette difficulté qui fait que j'aimerais qu'on m'aide, mais si j'apparais différent, on ne va pas me comprendre. Et donc là, on rentre dans l'autre notion, c'est peut-on comprendre la différence? On peut observer des différences, mais peut-on comprendre la différence? Il y a une phrase d'un sage indien qui s'appelle Swami Prajnapat qui disait aimer l'autre, c'est l'aimer dans la différence, dans sa différence. Et c'est beau parce finalement, c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous ressemble si nos amis n'étaient que des copier-coller de ce qu'on pensait intérieurement. Il n'y aurait pas vraiment d'amitié féconde. Mais aimer l'autre, c'est l'aimer en tant qu'il est aussi différent. On est semblable, mais il y a l'unicité, la singularité de l'autre. Et ça, on s'aperçoit peut-être bien quand on a un enfant, on aimerait, mais par peur, par sentiment d'insécurité, qu'il nous ressemble ou qu'il emprunte la même voie qu'on a tracée. Alors que l'amour et la confiance, c'est précisément d'accueillir cette infinie nouveauté qu'est l'autre. Et cette nouveauté, elle peut me déconcerter,
parce qu'elle sort des repères et des habitudes. C'est ça, c'est le mot repère et habitude qui nous rassure en fait. Ça m'a fait penser à une chanson de Barbara où elle parle de l'enfant et elle explique dès le départ qu'elle est un peu sidérée parce qu'il lui ressemble pas. Elle se dit, mais s'il me ressemble pas, qu'est-ce qu'il va faire? Alors elle raconte en fait qu'elle a envie qu'il fasse plein de choses extraordinaires. Et puis elle finit par dire, mais bon, c'est un peu rassurant, il te ressemble. Bon, même s'il me ressemble pas, il te ressemble. Donc on voit que dans cette inquiétude d'avoir un enfant qui ne ressemble pas du tout, mais est-ce qu'il aura des chances de réussir? C'est intéressant de voir ce mélange des deux. Le patient qui vient nous voir euh, et qu'on va ressentir dans la différence, il nous le dit souvent. Et il nous dit, quand on parle des troubles neurodéveloppementaux, avec l'autisme en particulier, les adultes nous disent, je me suis toujours senti différent. Mais est-ce qu'ils se sont sentis différents ou est-ce qu'ils ont trouvé que le regard des autres leur montrait qu'ils n'étaient pas comme eux? Ah, le premier point qu'on va voir en consultation. Parce que moi, je peux très bien le nourrir, cette notion-là. Je peux la nourrir sans le vouloir. Dire, ah bon, vous êtes différent. Ah, mais oui, mais parce que vous avez ça. Non, c'est pas ça la différence. C'est le regard qu'on va donner. Mm. Et aussi, un des premiers pas, c'est de montrer qu'il y a des ponts entre le soignant et le patient pour montrer on vient pas d'une autre planète. Et là aussi, le juste milieu, la voie médiane, c'est de montrer qu'on est différent, mais qu'on a des liens qui, on est différent, mais pas lointain, pas éloigné, pas séparé. Ouais. La différence, c'est pas l'exclusion, au contraire, c'est l'idée de s'approcher, de créer des liens, de bâtir des ponts, de, de s'approcher, je dirais. Alors, dans nos consultations, on va s'appuyer sur tout ce qui peut nous permettre de communiquer. On va parler de la couleur, on va parler de cuisine, on va parler de musique, on va parler de tout, on va parler de philosophie, on peut tout amener, tout ce qui va nous permettre de dire, ça vous intéresse, mais moi aussi. Ça ne suffit pas. Je peux dire j'aime bien manger, le patient va me dire j'aime bien manger, mais il va me dire mais je ne suis pas comme vous. Mais ça renvoie à une solitude qu'on vit tous. On est seul dans ce corps. Je suis seul à vivre cette vie-là. Je vais être le seul à mourir cette mort-là. Et il y a une solitude qu'on pourrait dire ontologique, le fait même d'être, c'est être dans une situation, mais au contraire, ça n'empêche pas qu'il y ait une solidarité. Au contraire, on peut se rapprocher, et c'est du moment qu'on accepte qu'il y a une solitude existentielle qu'on peut bâtir des liens, qu'on peut se, se rapprocher des autres. C'est comme la consolation. C'est quand on voit qu'il y a en soi une partie inconsolable, qu'on peut paradoxalement se consoler, c'est-à-dire quand on ouvre les yeux sur notre réalité, on fait corps avec ce qui est et on est dans le oui à l'existence. Alors on arrive à ce livre, et dans ce livre, Éloge de la faiblesse, on rencontre Alexandre Jolien qui rencontre Socrate. Et quand on parle d'hypnose, on peut penser, nous, au livre qu'avait écrit François Roustan, Le secret de Socrate pour changer la vie. Euh, Qu'est-ce que Socrate vient faire dans notre propos aujourd'hui? Ben, pour moi, comme disait Platon, la philosophie, c'est un dialogue intérieur. Et j'ai choisi dans ce livre de restituer un peu ce que je faisais quand j'étais adolescent
à l'heure de grande souffrance, j'imaginais que Socrate vienne à m'en sauver, j'allais dire. D'ailleurs, il y a un exemple dans la philosophie, c'est Boèce, un philosophe romain qui était condamné à mort pour de vrai d'ailleurs, et il imagine que dans sa prison, Dame Philosophie vient lui parler en personne et lui remonter le moral en lui montrant les exercices spirituels. Et comme a montré Rostand, Socrate, il pratique l'hypnose, mais vous le savez mieux l'expliquer que moi. Et j'aime beaucoup cette filiation entre Alors, Socrate. effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que François Roustan, dans son ouvrage, montre que pour pratiquer l'hypnose, on va surtout ne rien faire du tout, mais on va être présent. Et dire je ne fais rien, mais je suis présent, Raymond DeVos l'aurait traduit en disant mais si je ne fais rien, qu'est-ce que je peux faire pour vous expliquer ce que je fais? Voilà, ça serait Raymond DeVos. Et on va dire non, surtout ne faites rien, ça me montre ce que vous faites. Voilà, ça serait ça, on serait dans cette définition-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on ne veut rien faire, pour que les choses peut-être se fassent et que chacun trouve sa place, il faut être présent. Et là, les personnes qui ont tourné autour de Socrate ont pu décrire ce genre de choses. Donc on a besoin d'être à plusieurs. Et dans une relation thérapeutique, c'est un peu ce que je vois, c'est que la relation va être riche quand il va y avoir plusieurs intervenants. On va s'adresser à un patient qui souffre d'autisme ou qui en souffre beaucoup, il y aura plusieurs intervenants, peut-être un orthophoniste, peut-être un psychologue, peut-être une psychologue, peut-être un infirmier, etc. Le patient va être là, mais il va comprendre qu'il est présent parce qu'il y a des gens autour de lui, déjà, c'est la première chose. Et dans l'hypnose, on est dans ce rapport-là, qui ne va pas forcément passer au départ par la parole, mais qui va passer par une présence. Et c'est ce dont on a le plus besoin. Parce que précisément, ce qui distingue un soignant d'un robot, c'est la présence. C'est un accueil, c'est un être au monde qui n'est pas réductible au faire ni au paraître. C'est pour ça que c'est, c'est très dense et il n'y a pas un protocole pour être présent. C'est un chemin intérieur pour rejoindre l'autre. Alors ça ouvre une autre voie qui me plaît, c'est que je défends l'idée que le protocole nous enferme. Et donc, quand on est hors protocole, on a la chance de pouvoir de nouveau penser. Mais plus je dis que je suis hors protocole, plus ça devient un protocole, finalement. Mais ça redonne de la liberté. Oui, le protocole, de nouveau, c'est comme une étiquette, ça peut aider, euh, comme un radeau peut aider à traverser, à se lancer à l'eau, mais dès qu'on se fige dans une posture, ça devient une imposture, comme dirait des chimaros, mais derrière le jeu de mots, on voit bien l'idée, c'est-à-dire dès qu'on fige la réalité, on se coupe de la fluidité de la vie. Donc, si je comprends bien, l'important, c'est d'être présent pour accueillir celui qui vient nous voir, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas ou que ce soit un patient, et puis lui permettre de se rendre compte qu'il est présent devant nous, qu'il existe. Je dirais qu'il y a trois présences. Il y a la présence à soi, c'est-à-dire si je ne vais pas bien en tant que soignant, juste prendre conscience du, du poids que je peux porter. La présence à l'autre, c'est être attentif, non pas à une réalité fantasmée, mais à ce qu'est vraiment l'autre
qui est devant moi et il y a la présence de l'autre euh, que nous sommes invités à mettre en valeur, à révéler, comme Socrate allait dans les rues d'Athènes révéler les êtres. Et je pense que le soignant est sur cette voie aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'accueillir une personne dans le noir? On va allumer la lumière. Je ne sais pas si le patient, à ce moment-là, le souhaite, donc je vais lui donner des lunettes de soleil. Et le premier temps, ça va être de mettre de la lumière tout doucement et d'augmenter la lumière. Et quand il pourra me dire s'il a envie de me voir, le problème c'est que s'il me voit, il va se voir puisque je le vois, c'est là qu'on pourra enlever les lunettes de soleil. Mhm. Mm. C'est magnifique parce que ça montre la dialectique qui nous lie à l'autre, l'intersubjectivité, c'est-à-dire je me sens jugé dès que je vois le regard de l'autre. Et justement, l'apprentissage thérapeutique, c'est peut-être faire l'expérience qu'il y a des yeux qui ne jugent pas, qui sont là pour, euh, pour éclairer, pour révéler, mais pas pour étiqueter, cataloguer. D'accord. On est face à un patient, le patient est face à nous. Est-ce que le patient, il peut pas se dire, mais il est vraiment différent, hein, ce thérapeute, il est dans la différence? Peut-être que si, peut-être que ça peut lui faire peur d'ailleurs. Alors, il y a une différence qui exclut, mais toute différence n'est pas excluante. Euh, euh, Justement, faire l'expérience que le soignant est différent de moi, c'était une invitation à devenir pleinement qui je suis. Et le modèle, la notion de modèle dans ça, c'est-à-dire je le trouve différent, bah, j'aimerais bien pouvoir ressembler et avoir cette différence. Est-ce que ça peut être intéressant? Oui, oui, justement, avoir des repères qui nous donnent envie d'avancer sur le chemin. Et c'est une différence qui n'est pas inaccessible et lointaine, mais c'est une différence qui se rapproche de qui je suis et qui m'invite à me dépasser pour devenir pleinement qui je suis. Donc on voit qu'il y a, oui, à nouveau une dialectique ou plus simplement une relation d'aide qui est en jeu et qui est très belle. Alors quand je vous écoute, on va s'arrêter Alexandre, et ce que j'entends c'est votre regard qui est extrêmement ouvert, qui est bienveillant. Le mot bienveillant, là, vraiment prend tout son sens, ça veut dire qui a envie de voir devant lui quelque chose et de bien le voir. Et quand on voit bien les choses, ça nous rend probablement plus présents. Et ça simplifie les choses. Tout n'est pas simple, mais c'est plus simple quand on a plusieurs pour avancer, pour s'appuyer sur quelqu'un. Je prends souvent un exemple des petits bébés. Quand un bébé vient de naître, on le fait marcher sur un divan pour voir s'il marche, mais sa marche est une marche totalement mécanique. Le cerveau ne commande pas, n'empêche qu'on a mis les pieds sur quelque chose. Ça veut dire que ce bébé, on ne le fait pas voler dans l'air, non, il s'appuie sur quelque chose. Et je redis souvent aux patients, ce premier appui montre qu'on a besoin de s'appuyer pour tenir. Donc peut-être que c'est ça qu'on entend en vous écoutant. Ça fait du bien de s'appuyer sur la bienveillance et cette curiosité de comprendre la différence. Oui, tout est dit. C'est un beau programme. Donc, on va essayer de le vivre au quotidien. Un grand merci, Alexandre de Merci à Puma, vous et bonne chance. et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. OK. Allez, on va redonner la parole à nos orateurs et puis on va retrouver
Barbara Donville en premier. Est-ce que Nicolas, tu veux faire le lien un petit peu avec ce que nous dira après Barbara? Eh bien, oui, oui, ça me dit bien. Ben, je vais peut-être euh, introduire Barbara en faisant le pont avec ce que disait Alexandre. Il y a un point euh, que j'aime particulièrement, c'est la question du diagnostic et des étiquettes. Euh, c'est, c'est une réflexion que j'ai depuis pas mal de temps en tant que psychiatre et étant un psychiatre que des patients peuvent considérer comme étant un peu particulier. Déjà, je ne prescris pas de médicaments et en plus, je suis mal à l'aise avec la question des diagnostics. Euh, Peut-être plus psychothérapeute que psychiatre, mais du coup, j'ai plus que le titre et les gens savent plus exactement ce que je suis censé faire. Mais derrière cette notion du diagnostic et de ce que je peux considérer comme un risque parfois de diagnostic, je trouve que euh, il le décrit très bien quand il parle que quand le diagnostic devient toute la relation, et particulièrement le diagnostic de handicap, le diagnostic d'autisme, il n'y a plus de relation. On passe à côté de la singularité. Euh, il peut certes y avoir un intérêt pratique, déjà personnel, le fait de se sentir reconnu quelque part, et puis une reconnaissance pratique à travers la reconnaissance du handicap, des aides, de l'ALD, des soutiens, etc., qui sont importants. Euh, J'avais noté d'autres phrases d'Alexandre quand il dit aimer l'autre, c'est l'aimer dans la différence. Il disait que ça va au-delà du diagnostic et du handicap, en fait. Ça concerne tout le monde, quel que soit que- quelles que soient les différences que que l'on va remarquer. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut se débrouiller dans tous les cas pour nous rapprocher. Et c'est le risque qu'il peut y avoir autour d'un diagnostic qui parfois nous éloigne. En particulier dans ma discipline, où le diagnostic, derrière l'idée de diagnostic, il y a un risque de folie. Alors, il y a des petites folies, des moyennes, des grandes. C'est une différence qui peut être tellement importante qu'elle va nous éloigner les uns des autres. Et c'était évoqué à un moment donné que ça risque de figer. Dès qu'on fige la réalité, la vie circule plus. C'est plus fluide et donc je sais plus comment soigner. C'est comme j'ai besoin de pouvoir redonner du mouvement. Donc tout ça pour chercher à faire le pont entre ce que disait Alexandre autour de cette réflexion et introduire ce que pourrait nous dire Barbara. Et là, je suis vraiment impatient d'avoir les informations concernant se débrouiller avec, euh, mieux me débrouiller avec mes patients qui ont un diagnostic d'autisme. Donc voilà. Merci Nicolas. Bienvenue Barbara. Merci Nicolas. C'est exactement comme ça que j'ai euh, décidé de vivre avec mon petit il y a bientôt 35 ans, au mois de mars prochain, quand effectivement j'ai eu ce diagnostic. Euh, et qu'effectivement on me proposait l'hôpital de jour. À la sortie du diagnostic, j'ai emmené Romain en lui montrant cet hôpital de jour et je lui ai dit, là, tu vois, tu n'iras jamais. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, mais ça, là, tu n'iras jamais. Et je me suis dit, très bien, on me l'a diagnostiqué autiste, qu'est-ce que ça veut dire? Je regardais mon petit toute la journée et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faisait pas n'importe quoi,
et qui ne faisait pas n'importe comment. Il avait ses façons à lui de faire, et donc certainement ses façons à lui de comprendre. Et si je faisais face à un immense enfermement, un enfant sans regard, un enfant qui supportait pas qu'on le touche, je me suis dit, eh bien, c'est certainement une norme, la sienne. Et je dois, moi, en tant que maman, essayer de l'aborder comme il a les moyens d'accueillir mon abord. Ce qui était certain, c'est qu'il ne pouvait pas aller vers moi. En revanche, moi, je me devais de le faire passer devant moi et qu'il soit, au fond, celui qui allait me guider. C'est ce qui s'est produit pendant 4 ans. Qu'est-ce que faisait Romain? Eh bien, Romain faisait beaucoup, beaucoup de stéréotypies. Je me suis dit, très bien, qu'est-ce que c'est que ces stéréotypies? Pourquoi fait-il des stéréotypies? Et j'ai observé mon petit. Je me disais toujours, ne pense pas, observe. Ne fais qu'observer. Dans quelles conditions est-ce qu'il se mettait à faire telle stéréotypie? Qu'est-ce que ça pouvait bien signifier? C'est de cette façon-là que je l'ai abordé. Je me souviens d'une fois où, cette fois a duré plusieurs semaines, où Romain dessinait quelque chose sur la fenêtre de notre salon. Nous avons 2 fenêtres dans le salon. Et donc, bien moi, j'ai été dessiner la même chose que lui sur l'autre fenêtre du salon. Et peu à peu, j'ai été me rapprocher de lui et j'ai proposé des petites brèches de différence. Il ne les a pas supportées. Je suis repartie dans l'autre sens et refaire mes petites brèches de différence à côté de lui sans rien dire. Et puis, ostensiblement, je revenais faire la même chose. Et peu à peu, nous nous sommes entre-apprivoisés. Et c'est vraiment une histoire de co-construction qui s'est produite entre nous deux. Il a été mon maître tout le temps, parce que j'ai compris qu'il vivait une norme qui n'était pas la mienne, mais qui en était une. Et c'est à partir donc, de ces stéréotypies et de sa façon de vivre l'espace. Il ne parlait pas, mais il avait une façon de dire. Sa façon de dire que c'était son corps qui était, enfin, qui vivait l'espace de manière extrêmement restreinte. Et donc, peu à peu, dans tout ce que j'ai monté avec lui, ce que j'ai appelé, j'allais dire un peu maladroitement, mais il n'y a pas d'autre mot en français, mes ateliers, je me suis dit qu'il fallait que ces ateliers représentent un ordonnancement pour l'aider, non pas à sortir à vaincre l'autisme, puisque c'est effectivement comme ça que s'appelle malheureusement mon premier livre, mais à sortir de son enfermement. On ne peut pas, on ne guérit pas de l'autisme, c'est pas une maladie, c'est un fonctionnement cérébral. En revanche, le cerveau est extrêmement plastique et c'est
avec cet ordonnancement d'ateliers que j'ai mis en place, j'espérais que peu à peu, mon garçon sortirait de cet enfermement. Et c'est en réfléchissant à la façon dont l'enfant qui n'a pas d'autisme se construit que j'ai monté tous ces ateliers. Mais je le suivais toujours lui. C'était lui qui me guidait. C'était lui qui me montrait ce qu'il était capable de faire de ce que je proposais. Je partais toujours de lui. Et je proposais des petits changements, des agrandissements d'espaces mentaux et d'espaces physiques également, mais toujours en respectant ce qu'il était et ce qu'il était en moyen de me montrer. Par exemple, pour arriver à ce qu'il se mette à parler, eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? Un dialogue, c'est comme une chorégraphie. Je parle et vous vous taisez, et quand je vais me taire, vous allez parler. Quand il a commencé à dire des choses, eh bien justement, il était écolalique et il n'était pas dans le dialogue. Alors, je me suis dit, il y a un domaine qui peut m'aider, c'est la danse. Je suis donc retournée prendre quelques cours de danse chez une femme absolument extraordinaire qui s'appelait Yvonne Berge. Elle avait déjà 80 ans quand je suis arrivée chez elle, mais elle avait écrit des livres absolument extraordinaires sur la danse et je suis allée la trouver. J'ai suivi quelques cours de danse et c'est en appliquant sa façon de comprendre le geste que peu à peu, Romain a gestualisé avec moi et a commencé à cesser d'être écolalique et à commencer à dialoguer. Bien sûr, les verbes n'étaient pas conjugués, ça restait à l'infinitif. Pourquoi? Enfin, vous voyez, c'était une, à la fois tout le temps une interrogation et un besoin de suivre l'enfant, parce que il n'y avait pas d'autre solution que de suivre sa norme et d'arriver à proposer, pour arriver à proposer le mieux possible notre norme à nous. Les années ont passé et Romain s'est ouvert. Romain a suivi une scolarité tout à fait normale. Et puis, bien, écoutez, aujourd'hui, il enseigne l'anglais dans les BTS. Il a un réel besoin d'aider l'autre, d'aider le pauvre. Et il dit très souvent, je suis pauvre. Je suis resté pauvre alors qu'il a aussi il a une magnifique richesse en lui, mais ces années avec lui m'ont aidé à aider d'autres parents. Lorsque mon premier livre est sorti, eh bien, j'ai été énormément sollicitée et j'ai aidé d'autres parents à sortir leur enfant du spectre autistique. Mais je répète, il n'y a pas, on ne guérit pas l'autisme. On a un cerveau qui fonctionne différemment
qui permet cependant, lorsque nous sortons du spectre autistique, j'allais dire, de profiter au mieux de la richesse de notre société. Et ils nous apportent énormément lorsqu'ils sont en moyen de nous expliquer la façon dont ils vivent leur corps différemment. Chacun a son histoire. Je travaille en ce moment avec une jeune fille que j'ai aidée à sortir du spectre autistique, et nous faisons un atelier d'écriture ensemble. Eh bien, elle a une façon tout à fait philosophique d'ailleurs d'expliquer comment est-ce qu'elle perçoit son corps, qui a parfois encore du mal à, j'allais dire, à fonctionner ensemble dans tous ses membres. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la philosophie des sciences. J'avoue que lorsque j'ai croisé les écrits de Edmond Husserl, notamment sa 6e recherche logique, ça m'a absolument bouleversée. Et je me suis dit, mais que puis-je en faire pour aider les enfants qui viennent vers moi, pour les aider à monter plus justement des activités pour qu'ils s'ouvrent mieux à notre monde et qu'ils sortent de leur enfermement autistique. Or, Edmond Husserl a écrit sur l'intuition catégoriale. Il y a un certain nombre de personnes autistiques qui ne rentrent pas dans l'intuition des catégories. Et c'est une des caractéristiques de l'autisme, une des étapes de l'enfermement autistique dont on peut sortir tout à fait, qui est que certaines personnes ne savent pas que c'est elles qui savent. Je vous donne un exemple. Un enfant autiste qui parle va vous poser des questions aussi curieuses que dis maman, est-ce que ce fauteuil est marron? Et là, vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi il me pose cette question, parce que bien entendu que le fauteuil est marron, et que je le vois marron, et que lui, il le voit marron. Sauf que ce genre de question va être tout à fait logique dans l'autisme, parce que la personne qui pose cette question ne sait pas que c'est elle qui sait que le fauteuil est rond, et elle ne sait pas non plus que nous partageons exactement le même savoir qu'elle. Par exemple, nous avons tous ensemble un savoir commun considérable, et la seule chose que nous ignorons ensemble, c'est notre vie privée, mais tout le reste, nous le partageons. Et je n'aurais pas idée ce soir de vous demander si vous savez le nom du président de la République, parce que je sais que vous le savez, même si je ne vous ai jamais vu, même si je ne vous connais pas, je sais que vous savez que vous avez cette réponse au même titre que moi. C'est ce genre de sujets-là, de questions-là qui questionnent dans l'autisme. C'est vraiment quelque chose de particulier. Or, d'où est-ce que ça vient que ces gens ne soient pas capables d'avoir ce genre de réponses qui nous paraissent tellement évidentes? Eh bien, ça part de leur façon de percevoir leur corps. Bien des autistes ont du mal à créer une unité corporelle. Donc, comment est-ce que vous pouvez savoir que vous partagez quelque chose avec l'autre quand, au fond,
certaines personnes autistes ont énormément de mal à analyser d'elles-mêmes ce qu'elles ressentent pour elles-mêmes et par elles-mêmes, de manière très concrète. Certaines personnes autistes ne sont pas capables de situer où elles ont mal. Elles vont vous dire qu'elles ont mal quelque part, mais où, elles ne savent pas le situer. Ça peut se répartir partout dans le corps et elles ne vont pas vous dire qu'elles ont mal à la tête plutôt que mal au ventre. Elles ne peuvent pas le situer parce que leur corps ne leur appartient pas suffisamment et pas de manière suffisamment stable. Voilà, j'allais dire, ce que je souhaite témoigner ce soir, cette différence autistique qui doit être abordée par nous tous sans attente, sans jugement, parce que nous avons affaire à une autre norme, à des gens qui ont une autre perception du monde. Par exemple, beaucoup d'autistes qui sont capables de voir des milliers de détails dans notre environnement que nous n'allons absolument pas voir parce que notre cerveau globalise à toute vitesse, alors que eux, non. Leur cerveau ne globalise pas à toute vitesse et donc ils vont prêter attention à des taches de lumière ou bien ils vont être hyperacousiques et ils vont entendre des sons très fins que nous n'allons pas entendre. Et certains autistes ont énormément de mal à hiérarchiser toutes ces informations, alors que nous les hiérarchisons tout le temps. Il faut juste se dire que nous bâtissons notre norme avec notre façon de filtrer le monde. Notre cerveau filtre le monde d'une certaine manière et notre cerveau filtre ce monde comme notre corps filtre le monde. Les autistes aussi, ils ont une autre perception du monde par leur corps, donc le cerveau leur renvoie d'autres informations. Mais ce sont des informations qui ont tout à fait leur cohérence et qui sont tout à fait exploitables non seulement par eux, mais par nous. Et donc, ce que j'ai à dire pour terminer, c'est que il faut toujours aller vers ces enfants enfermés dans l'autisme en se disant que on doit tout comprendre d'eux, et que peu à peu, on pourra leur apporter notre norme et les aider à sortir de cet enfermement qui est visiblement douloureux pour eux. J'aimerais, en conclusion, juste vous lire quelques lignes de Georges Canguilhem, qui fait le son sur ce que peut être une norme et ce qu'est la différence. On ne dicte pas scientifiquement des normes à la vie, mais la vie est cette activité polarisée de débat avec le milieu qui se sent ou non normal, selon qu'elle se sent ou non en position normative. C'est ainsi qu'il y a une anatomie pathologique, une physiologie pathologique, une histologie pathologique. Mais leur qualité pathologique est un apport d'origine technique et, par là, d'origine subjective. Il n'y a pas de pathologie objective. Objectivement,
On ne peut définir que des variétés ou des différences sans valeur vitale, positive ou négative. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique. Je vous remercie. Merci Barbara. Nicolas, peux-tu nous faire le lien entre Barbara et puis Thierry? Ah, je te redonne le son, excuse-moi. C'était très clair et c'était très touchant, Barbara. Merci beaucoup. J'ai pris pas mal de notes pendant que vous parliez, puisque j'en profite aussi pour me former un peu plus sur la façon de traiter l'autisme, puisque j'ai pas de meilleurs mots pour le déterminer. Euh, Vous avez parlé du fait d'aller, qu'il ne pouvait pas aller vers vous, qu'il avait sa norme. C'était un fonctionnement différent, puis vous avez fait le lien avec Husserl et la phénoménologie. Et je me posais la question euh, qui pourrait ensuite se relier avec le travail de Thierry. Euh, en vous écoutant, je me suis dit que ce qui pourrait aider, ce serait que moi-même, en tant que thérapeute, je me fasse mon auto-hypnose de thérapeute pour chercher à vivre ce qu'il vit. Alors, il vous m'avez donné quelques pistes. Le fait que la perception du corps est différente, et avec une description de perception du corps que je connais pas. Au départ, je me dis, bon, ça ressemble à de la transe hypnotique, mais c'était pas ça, ce que vous décriviez. Donc, je cherchais à me le représenter, qu'il y avait moins de globalisation. Après, à d'autres moments, vous aviez parlé de euh, réapprendre le dialogue. J'ai quelques éléments que je vais chercher à travailler et représenter. Et donc, je me posais la question de euh, comment utiliser ces éléments-là en partant de l'observation et du désir de rencontrer l'autre pour pouvoir mieux percevoir sa réalité et communiquer avec. Et puis, je me mets à rêver que si je peux faire ça, si on peut rentrer en contact, ensuite, il peut y avoir une orientation future. C'est ce que va introduire Thierry ensuite, je pense, avec l'hypnose orientée solution. Mais il y aurait peut-être moyen de relier de relier les deux mondes entre vos deux interventions. J'ai juste envie de vous dire quelque chose, Nicolas. Oui, Observez, ne jugez pas, ne vous jugez pas, premièrement, parce que vous êtes quand même, euh, c'est vous qui allez aller vers la différence, c'est-à-dire cet autre différent. Bien. Donc, ne vous jugez pas, ne jugez pas l'autre, ne vous attendez nulle part et n'attendez pas l'autre. Et jetez-vous dans votre spontanéité. Sachez observer en vous disant que de toute façon, ce que fait l'autre a sa cohérence. Cherchez-la. Ok, il fait ça comme ça. Donc, il ne fait pas n'importe quoi. Il fait comme moi, c'est-à-dire que ce que nous faisons et que nous partageons peut-être plus parce que ben voilà, notre norme est plus répandue, allez, voilà, plus répandue, c'est comme ça. Euh, vous, vous réagissez en fonction de votre façon de comprendre et d'observer le monde. Eh bien lui aussi, tout simplement. Donc, il y a toujours moyen d'aller vers l'autre, observer. Et ne vous dites pas qu'il ne vous observe pas, parce que lui aussi, il vous observe. Et il a une façon de vous comprendre. De temps à autre, je veux dire, ils sont sans couder devant nous. Ça fait beau temps qu'ils ont compris un truc que nous, on ne comprend pas, parce qu'effectivement, notre cerveau va très, très vite. Il globalise, il va très, très vite. Eux, ils découpent beaucoup plus les choses.
Il voit des milliers de détails que nous ne voyons pas. Voilà. Mais c'est passionnant et jetez-vous à l'eau avec votre spontanéité. C'est vraiment une très belle arme, notre spontanéité. Ça vous fera faire des tas de trucs en vous disant, mais jamais j'aurais pensé avoir fait un truc pareil. J'en reviens pas, je me connais plus. Ah ben là, ça y est, vous avez fait jaillir quelque chose. C'est ça d'ailleurs réussir. Réussir, pour moi, ça veut dire faire jaillir. Bon, grosso modo, on ne rate jamais rien. On réussit toujours parce qu'on fait toujours jaillir. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas voir qu'on fait jaillir. Voilà, ça, c'est notre faute. C'est une faute. J'aime pas ce mot, mais bon, voilà. Merci, je trouve cette approche à la fois simple, évidente et révolutionnaire. Euh, Tout à puisque, fait praticable, vous verrez. oui, complètement. Non, c'est parce qu'on ne nous a pas appris, enfin moi en tout cas en tant que médecin, on ne m'a pas appris à penser comme ça et je pense que c'est une erreur. Je l'ai appris plus tard, notamment au contact de Thierry qui va présenter son sujet, de Voilà. penser de cette manière. Thierry, nous t'écoutons. Alors, j'ai préparé un PowerPoint, si c'est autorisé dans les colloques AACH des PowerPoint, je viens m'en servir et donc pouvoir partager mon écran. Je pense que tu peux là. Oui, apparemment je peux. Voilà, donc je sais que beaucoup d'êtres humains, et c'est mon cas, peuvent difficilement être concentrés plus de 2 heures de suite. Donc, je vais quand même passer un certain nombre de messages. Et comme il y aura un accès au replay, j'invite toutes les personnes qui auront trouvé à juste titre que j'aurais dit trop de choses et trop vite à réécouter, à regarder le replay. Euh, donc, j'essaye de trouver comment je peux passer mes diapos. Ça doit être ça. Excusez-moi. Non, je n'arrive pas à passer mes diapos. En haut, à partir du début, je pense, tu vois, dans ton diaporama. Oui, voilà, oui. Ah, d'accord, très bien. Donc, je vais aussi parler de différences dans des perspectives différentes de mes prédécesseurs. Vous le verrez. Donc, je commencerai par la pierre angulaire du travail de l'hypnose centrée solution, ou parfois on dit orientée solution, par une citation de Grigory Bateson, un des génies du siècle précédent, qui caractérisait une information, qui définissait une information comme une différence qui fait de la différence ou qui fabrique de la différence. J'aime bien la notion de fabriquer de la différence. Donc, la thérapie que je propose, c'est à la suite de l'hypnose ericksonienne, se caractérise justement par créer de la différence, aider le patient à créer de la différence. Le livre de base dans l'hypnose centrée solution est celui de son concepteur, Steve DeShazer, qui a été musicien de jazz, qui a joué avec Duke Ellington notamment, et qui disait d'ailleurs l'important dans la musique, c'est ce qui se passe entre les notes. Et ça annonce un petit peu aussi la posture du thérapeute centré solution. Alors, j'essaye, il y a quelque chose qui me gêne pour... Voilà, je change les fenêtres pour pouvoir lire le haut de mes diapositives. Voilà, j'enlève ça. Donc, concrètement, l'approche centrée solution est dans la continuité de Milton Erickson. Elle consiste à approuver tout ce que fait le patient. Les termes techniques sont ratifier, qui est synonyme, valider le patient et ce qu'il fait,
et la notion de joining, c'est-à-dire rejoindre le patient là où il est. Il y a évidemment une acceptation au moins quasi inconditionnelle de ce que fait le patient. Et donc, évidemment, nous ne sommes pas dans une visée normative, c'est bien évident. Et mon modeste travail a consisté à remettre un petit peu en forme l'enseignement de l'hypnose centrée solution et en centrant cet enseignement sur ce que je considère comme l'essentiel, quand on y arrive, hein, qui est ce qu'on appelle le compliment. Le compliment, c'est au sens très large, tout ce qui peut être simplement une simple marque d'intérêt ou même d'attention dans le but de valoriser le patient. C'est lié au principe d'utilisation d'Erickson et ça reprend aussi l'importance majeure de l'attention. Il y avait un livre de philosophie d'un philosophe grenoblois qui s'appelait Écologie de l'attention et qui est un livre remarquable pour parler des questions d'attention. Donc, je vais commencer par la fin en vous donnant un exemple de compliment qu'on peut faire à un patient à la fin d'une première séance, c'est-à-dire quand on ne le connaît pas très bien, mais ça donnera une idée de l'attitude quand on termine une première séance. Donc, si j'ai bien compris, vous venez me voir adressé par votre meilleur ami parce que, et là on reprend les mots du patient, et on peut faire un petit commentaire, y compris avec des gros mots si le patient s'est adapté. Les gros mots ont une vertu assez utile souvent. Ça doit vraiment être chiant ce que vous vivez. Et en repensant à ce que vous m'avez dit, j'ai été sensible qu'il y ait des moments où le problème se pose moins. C'est un compliment abrégé. Souvent, on ajoute d'autres choses sur le ressenti qu'on a eu vis-à-vis du patient. Et on peut donner une tâche. Ce n'est pas obligatoire en hypnose centrée solution, mais ça peut être une tâche de continuation. C'est-à-dire, j'aimerais que d'ici la prochaine fois, vous observiez dans ce que vous allez vivre tout ce que vous souhaiterez voir se continuer dans notre vie. Cela m'aidera à vous connaître. Et vous voyez devant vous donc le schéma de ce dispositif assez ingénieux qui consiste à pouvoir recueillir de l'information visant notamment à pouvoir faire des compliments aux patients, notamment à la fin de la séance. Et je vais reprendre ces différentes parties après avoir juste montré comment on commence une séance centrée solution. Généralement, c'est la façon suivante. Je vous remercie d'être venu me voir. Je vais faire de mon mieux et je suppose que vous ferez aussi de votre mieux et on verra ce qui se passe. Donc, le premier domaine où on va chercher des informations pour pouvoir faire un compliment au patient, c'est ce qu'on appelle les exceptions. Mon premier maître en hypnose, Jacques-Antoine Malarewitz, disait « les exceptions infirment la règle » et je reprendrai cette notion. Donc, les outils, ce n'est pas une formation ce soir sur cette approche, mais c'est pour vous donner une idée. Lorsque le problème se pose moins pour le patient, on lui demande « c'était quand ?» C'était où, avec qui, c'était comment, c'était qu'est-ce que vous avez fait de différent, et on enquête, comme on dit, à la Sherlock Holmes. En fait, on considère que dans l'approche centrée solution, les exceptions sont des germes de solutions. Pour le voir sous un angle philosophique et notamment phénoménologique, qui est la philosophie des sciences dont parle Barbara, on peut considérer que les solutions, c'est-à-dire quand le patient va mieux ou moins mal, c'est qu'il se remet partiellement dans la vie, il retrouve de la créativité, de la liberté, de la puissance, enfin, selon ce qui l'intéresse. Et je me réfère particulièrement dans mon travail à la phénoménologie de la vie de Michel Henry, en pensant aussi à Hegel, qui est aussi quelqu'un qui a particulièrement évoqué cette dimension dans ce qu'il appelait à l'époque le magnétisme animal, ce qui est l'ancêtre de l'hypnose. Donc,
les exceptions souvent ne créent pas de représentation, c'est-à-dire ne sont pas mises en mémoire ni historiées, et donc il y a besoin que le patient soit stimulé pour pouvoir créer de la différence, justement. C'est pas tout le temps pareil, docteur, j'ai pas toujours aussi mal, il y a des moments où j'ai un peu moins mal. Et donc, comme c'est le rôle de l'hypnose, ces exceptions, on va essayer de les amplifier, notamment pour créer de l'espoir. Le but de l'approche centrée solution, c'est vraiment beaucoup de recréer de l'espoir pour vraiment que le patient puisse se remettre en mouvement, comme le disait Nicolas tout à l'heure, et se remettre dans la vie. Mais bien sûr, ce n'est pas une approche normative, tout dépend de l'objectif du patient. Et c'est pour ça, sur la gauche du schéma, vous avez une préoccupation constante pour déterminer avec le patient des objectifs, pour que ce soit ses objectifs à lui qui soient visés par la thérapie. Les exceptions, encore quelques propos, on considère dans la posture d'hypnose centrée solution qu'il y a toujours des variations, il y a toujours des différences. Le vivant varie, la vie est une variation. Et moi, j'aime la musique et toutes les variations écrites par les musiciens autour d'un thème en musique. La question de l'objectif est très, très importante en hypnose d'une façon générale et ericksonienne, et bien sûr aussi dans cette approche, les objectifs doivent être vus en termes de comportement plutôt interactionnel et être perçus comme nécessitant la participation active du patient, si possible évaluable et mesurable. Un objectif doit représenter quelque chose en plus et plutôt le début d'un processus, mais pas le processus complet. Il doit être réaliste, si possible dans les 15 jours, et réalisable. Quand, avec les exceptions, on n'arrive pas suffisamment à créer un compliment puissant, on a des échelles. C'est aussi une échelle subjective faite avec et pour le patient, une échelle où le 10 va représenter quand ça ira mieux par rapport au 0 qui considère que la souffrance est maximale. Donc, les échelles aident les patients, là encore, à se repérer, c'est-à-dire à se rendre compte qu'il y a des exceptions dans leur vie et de pouvoir donc identifier ce qui est différent avec l'idée qu'il va pouvoir, peut-être avec l'aide du thérapeute, amplifier ces différences. Donc, vous avez en troisième rideau, je dirais, les questions à échelle qui vont identifier les exceptions et permettre le compliment. D'une façon générale, on peut considérer que souffrir, en tout cas en santé mentale, c'est de ne plus avoir de choix et que le rôle du thérapeute est d'ouvrir des choix, comme un éventail de choix, et aussi, par ailleurs, de saper, de miner le problème qui domine la vie du patient et de saper justement, comme la peinture impressionniste, par des petits points d'exception qui vont peu à peu remettre en question le tableau globalement tout noir ou en tout cas tout gris du patient. Un dernier outil avant de vous dire qu'il y a une infinité d'outils, c'est la question miracle qui commence à être bien répandue en France en ce moment et qui considère que le patient va, pendant la nuit qui va suivre la séance, pendant son sommeil, vivre un miracle, mais il ne peut pas le vivre parce qu'il est en train de dormir. Et donc, la question qui est clairement une induction hypnotique, c'est, d'après vous, à quoi vous saurez le matin en vous réveillant, ou peut-être plus tard, qu'un miracle s'est passé pour vous. Le miracle étant la résolution, la disparition du problème. Et il y a tout un processus pour accompagner le patient, là encore, à pouvoir retrouver ensuite des exceptions par des questions à échelle. Si 10, c'est le lendemain du miracle, et 0 quand vous avez appelé pour prendre rendez-vous. La dernière fois qu'il y a eu un miracle, c'était quand? Et les choses étaient à combien? Qu'est-ce qui était différent? Et on recueille de nouveau
des compétences du patient pour lui faire un compliment. Je me rends compte que je vais très très vite finalement et j'en suis heureux parce que j'aurais plutôt de la joie à partager avec les collègues et l'assistance sur les questions, mais quelques autres diapositives quand même. Trois règles qui ont l'air de bon sens, mais en psychiatrie, le bon sens n'est pas forcément toujours la qualité dominante. Si quelque chose marche pour le patient et avec le patient, il faut continuer pareil. C'est même pas la peine d'aller chercher autre chose. On continue ce qui marche et on essaye, si possible, d'en faire davantage. Ce qu'on fait avec le patient ne marche pas, ben, il faut au moins arrêter. C'est la moindre des choses. Et si possible, quand on a d'autres idées, ce n'est pas toujours le cas, mais de faire autre chose. Et puis, donc, une règle très, très importante pour la psychiatrie, à mon avis, c'est si ce n'est pas cassé, ne réparez pas, c'est-à-dire, voilà, on ne crée pas des problèmes qui n'existent pas chez le patient. Quelques dimensions encore, la question du temps. En hypnose, on peut considérer que le temps n'existe pas, et dans l'approche centrée solution, on est beaucoup dans l'anticipation. À quoi vous saurez, si c'est le cas, que le problème commencera à aller mieux. Et les exceptions, par contre, c'est plutôt, on pourrait dire, de la régression en âge. La dernière fois qu'il y a eu un moment un peu comme le miracle, c'était quand, avec qui, où, et on peut être très clairement dans une transe éventuellement profonde pour accompagner le patient dans le fait de revivre une exception. Mon modeste apport considère, alors je vais passer les points faibles d'abord. J'ai appris cette approche avec leur concepteur il y a 25 ans maintenant et j'ai déploré qu'il y avait quelques points faibles dans l'approche et j'ai proposé dans mon ouvrage récent de remédier à ces points faibles. D'abord, ces collègues avaient curieusement un désintérêt pour la transe hypnotique qui pourtant, comme vous le savez, amplifie les changements. Et donc, j'ai réintroduit la transe hypnotique dans mon enseignement et ma pratique. Ma pratique, j'avais toujours introduit, hein, je n'ai jamais lâché l'hypnose, mais j'ai réintroduit dans l'enseignement à cette approche. D'autre part aussi, il n'y avait pas tellement d'intérêt pour les émotions. Et pourtant, les émotions, j'ai été un peu formé aux thérapies centrées sur les émotions. Je pense que dans la lignée de Michel Henry, un grand phénoménologue de la vie du siècle dernier, la vie, si on considère comme lui que la vie est un processus d'auto-affection, ce qui est une notion un petit peu complexe, et je vous inviterai à aller regarder ce que écrit cet auteur, mais effectivement, on pourrait dire qu'est-ce que je ressens, comment la vie se manifeste en moi. Là, en ce moment, je suis très heureux d'être avec vous et donc j'ai de la joie. J'en aurai encore plus si vous aurez apprécié cette conférence. Mais voilà, la vie se manifeste par de la joie pour moi. Et dans la lignée aussi des travaux de Greenberg, qui depuis 40 ans étudie les émotions, ça commence à arriver en France depuis quelques années. Il faut le temps pour notre société, notre culture française assez déconnectée des émotions, mais ça arrive. Eh bien, on sait maintenant que les émotions sont des solutions. Les émotions ont servi à nos ancêtres à survivre au temps préhistorique et dangereux. Et voilà, le temps me manquerait pour détailler cela, mais pour moi, quand je n'y arrive pas avec l'approche de base de l'hypnose centrée solution, je travaille avec les émotions de mes patients. Je leur demande qu'est-ce qu'ils ressentent en ce moment et ça peut paraître très ambitieux, mais bon, des fois, il faut être ambitieux pour croire qu'on peut aider certaines personnes. Eh bien, j'essaye d'aider les patients à utiliser leurs émotions pour se remettre dans la vie. Un troisième point faible étant effectivement était basé sur le fait que les concepteurs de l'hypnose centrée solution étaient américains
et que la philosophie américaine est très, très différente de la philosophie européenne. Comme vous savez, certains ou certaines, la philosophie américaine considère que le réel est plutôt une négociation, et donc il y a un désintérêt assez fort sur la notion de vérité, alors que la philosophie européenne est très différente et là-dessus pense et cherche à définir qu'est-ce que c'est que la vie. Donc, pour conclure, même si peut-être je conclue un peu en avance, c'est souvent mon objectif aussi de conclure en avance pour avoir du temps pour la discussion, mais l'approche centrée solution est une approche, j'allais dire, terriblement exigeante. C'est aussi le principe d'Occam qu'enseignait Steve de Chaser, c'est-à-dire que quand une séance est finie, il faut se séparer du patient. Tout ce qui est excessif est nuisible pour le patient. Il y a, j'espère vous l'avoir au moins un petit peu fait ressentir, un aspect très rigoureux car très, très, très logique dans cette approche, qui convient bien pour les étudiants qui veulent vraiment compléter leur formation de base, pour bien organiser. Alexandre Jolien parlait des protocoles tout à l'heure avec Pascal, mais on peut considérer que c'est une approche protocolisée dont il faut savoir sortir quand c'est possible, mais comme j'espère l'avoir montré, c'est très, très protocolisé. Et donc, le thérapeute doit vraiment être très attentif à pouvoir construire ses interventions d'une façon très logique, on pourrait presque dire irréfutable, par rapport à sa stratégie. Et donc, il faut une ténacité pour, si j'ai quelques minutes, je dirais ça vraiment sous cette forme. Les patients peuvent très souvent, moi j'ai travaillé beaucoup avec des patients douloureux chroniques et je travaille avec des dépressifs et la tendance de ces patients, c'est de dire c'est toujours pareil, docteur, c'est pire qu'avant, j'ai plus mal que j'ai jamais eu. On peut penser parce qu'ils veulent nous faire ressentir vraiment qu'ils souffrent. Et il faut beaucoup de ténacité pour le thérapeute pour pouvoir se dire le pire est toujours possible, n'est jamais atteint. Quelqu'un qui dirait je vais à moins 20 en ce moment au niveau de l'humeur, on peut éventuellement dans certains cas lui dire comment ça se fait que vous n'êtes pas à moins 21 ? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes à moins 20 et pas moins 21 ? Ça peut paraître un peu loufoque, je le reconnais, mais si on a une bonne, je dirais plus alliance que lien d'ailleurs, le lien, puisque c'est un des thèmes de la soirée, le lien peut créer une dépendance avec le patient et cette approche peut, c'est rare, mais se faire en une séance unique, de même qu'il y a des hypnothérapies en séance unique. Donc le lien, je n'insisterai pas sur la question du lien, mais je dirais l'authenticité, la motivation et l'habileté et la compétence du patient. Et là, la ténacité, comme disait ma femme, on ne lâche rien dans l'hypnose centrée solution. On ne se laisse jamais vaincre. C'est le patient qui va estimer, expertiser lui-même si on est compétent pour lui et que ça vaut le coup qu'il revienne nous voir, ou si vraiment on n'est pas du tout à la hauteur. Merci pour votre attention. Parfait. J'aurais agrandi. Merci Thierry pour ce topo que tu as essayé de nous faire en respectant le temps. J'avoue que c'était compliqué. Il est 22h01, donc non, mais c'est bien. Au moins là-dessus, je suis content de moi. Alors déjà, il faut que tu saches que quand on est à la CCH, ça peut durer une nuit, hein, ça ne pose pas de problème à partir du moment où les gens sont intéressés. Non, je remercie tout le monde parce qu'on vient de tenir longtemps. Tu nous as fait une présentation qui était rapide, qui est claire. C'est intéressant ce que tu as dit à la fin, quand tu as dit, en parlant du lien, le lien crée de la dépendance. Je pense qu'on a parlé du lien dans différents contextes ce soir. On a parlé du lien qui nous permet de dire je vais vers l'autre.
pour le comprendre, je vais le regarder faire, je vais apprendre ce qu'il fait, il va me dire un peu ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie qu'on fasse. Tu fais la même chose. Tu vas vers l'autre, tu as suivi une stratégie pour pouvoir canaliser des choses et surtout t'appuyer sur ce qui était positif et qui allait pouvoir être utilisé pour faire bouger. C'est ça qui est intéressant. Ce que nous a dit Oui, Barbara tout à l'heure, ce qui était édifiant, c'est de se dire, je ne comprends pas ce que je peux faire avec lui, mais j'ai pas besoin de comprendre, il faut que j'aille voir ce qu'il fait. Je me rappelle des propos de Barbara qui me disait qu'elle pouvait se mettre par terre à côté de Romain, etc. Faire la même chose pour comprendre. Et en même temps, si on fait la même chose que lui éternellement, ça n'a pas de sens. Puisqu'en fait, entre nous, on ne parle pas en disant la même chose. Comme a dit aujourd'hui Alexandre, Jolien nous a dit, ça serait insupportable d'avoir le même que nous devant nous. Donc, heureusement que les choses sont différentes. Donc, je trouve que les choses se tenaient. Merci en tout cas Thierry et puis merci Barbara. Est-ce que Patrick, tu veux nous dire quelque chose? Est-ce que tu veux nous amener un petit rayon là, dans cette fin de soirée de ta vision? Puis je vais demander pareil à Antoine et on va terminer avec Henri. Vous avez 2 heures. C'est compliqué. Enfin, je veux dire, simplement en faisant le lien de tout ce que j'ai entendu euh, il me semble que il faut arriver à se libérer de l'agitation. Ce que disait Barbara, ne pense pas, observe, est vraiment quelque chose de très fort parce que c'est toute une façon de vivre et de vivre avec soi et avec les autres. Se libérer de l'agitation parce que quand je suis agité, eh bien, tout parle en moi et donc et tous parlent en moi, ce qui fait que bah, je suis pas là, justement, je suis ailleurs et que je peux pas me sentir bien. On ne peut se sentir bien que quand on se ressent bien. Et voilà, c'est ce que je retiens de tout ça. C'est le fait d'habiter soi-même, ce qui n'est pas simple du tout, mais il ne faut pas être ailleurs. Donc il faut, pour ne pas être ailleurs, tout simplement se libérer, enfin tout simplement, se libérer de cette agitation perpétuelle. Et c'est peut-être ce qui nous empêche d'écouter et peut-être simplement d'être autre chose que cette espèce de brouhaha permanent qui nous épuise en quelque sorte, qui nous empêche d'être proche des autres et de nous-mêmes. Merci Patrick. Antoine, Je vais tenir compte du temps, je vais pas aller très loin parce que j'avais marqué pas mal de choses pour prendre la place de l'avocat du diable et vous dire tout ce avec quoi je n'étais pas en accord pour qu'on puisse ensemble se retrouver sur des mêmes conclusions. Simplement peut-être dire que les choses étaient certainement écrites assez rapidement sur le sweatshirt d'Alexandre Jolien où il y avait marqué Superior Quality. Et donc le point de la conclusion était déjà dans le point de départ écrit sur son sweatshirt. Et puis simplement peut-être, puisqu'on a cité la musique, je vais peut-être terminer sur le cinéma qui peut être une autre façon de conclure également. L'un des films qui m'a beaucoup marqué et que j'ai vu de nombreuses fois, c'est Freaks de Todd Browning, qui est un film vraiment à voir et à revoir. Et je voue également une grande passion à Buñuel, qui, d'une autre façon, également donnait une place à à toutes ces différences au pluriel. Et puis remercier aussi Barbara Norville pour son propos, parce que en fait, en vous écoutant, je me suis rendu compte que j'avais lu votre ouvrage, le premier, et vous remercierez votre éditeur de l'avoir appelé Vaincre l'autisme, même si je sais que vous détestez ce titre-là, parce que c'est le titre qui me l'avait fait acheter, en fait, à l'époque. Mais C'est j'étais ça. encore, mais vraiment, c'est bien sûr, ce titre-là était accrocheur, et c'est aussi ça le travail de l'éditeur. Donc, mais j'étais trop jeune psychologue parce que je pense que j'ai été diplômé depuis 8 10 ans à peu près quand il est sorti. De mémoire, il est sorti aux alentours de 2005, peut-être un peu après. Six, oui. Voilà, et donc du coup, j'étais jeune psychologue et donc du coup, je l'ai pas lu pour ce qu'il était et du coup, en vous réécoutant ce soir, je me suis rappelé que je l'avais lu et donc du coup, que j'allais me replonger dans cette lecture puisque là, vous m'avez donné de nouvelles pistes pour pouvoir précisément y rentrer autrement et m'appuyer aussi sur l'expérience depuis ce temps-là pour pouvoir le redécouvrir. Donc, merci beaucoup et merci aux intervenants. Et merci bien sûr, Pascal, pour ton invitation renouvelée. merci Antoine. On va terminer cette conférence avec Henri. On va écouter Henri, et puis parce qu'il est vraiment très tard. C'est pas que je veux vous couper la parole. Quelque chose d'important. Une conférence, c'est un espace où on échange.
Ce qui est compliqué, c'est effectivement de donner beaucoup de place à l'échange. Et je pense que ces conférences, vous le savez, je vais les mettre en replay. Donc, il va y avoir un replay sur LinkedIn, il va y avoir un replay sur YouTube. Là, vous pouvez en profiter pour vous exprimer. C'est vraiment fait pour. On a entendu ce soir beaucoup de choses. C'est extrêmement riche. Et je pense qu'il faut profiter parfois de ces réunions où on a beaucoup d'apports pour construire quelque chose. C'est le départ d'une réflexion. Voilà, et on pourra très bien réaborder ces thématiques. Donc, merci à vous d'avoir été présent. Henri, qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette Ouais, fin de aussi, conférence? bien sûr, insister sur quelque chose que Alexandre Jolien a dit et qui, moi, me touche, enfin, m'intéresse beaucoup et me touche beaucoup. C'est quand il a fait la différence entre il est handicapé et il a un handicap. Je crois que ça, c'est vraiment, et on retrouve ça pas seulement avec le handicap, mais les patients qui nous disent je suis diabétique, je suis ceci. Cette identification qui rappelle le problème de l'identité. Alors, c'est vrai que si on avait eu le temps, j'aurais bien aimé parler de la façon dont Michel Serres parlait de l'identité comme la somme de nos appartenances. Et Alexandre Jolien l'a dit au début. En fait, on parle de la différence et du handicap sous l'angle du manque, alors qu'en fait, il y a aussi plein d'autres choses autour. Et c'est ça qui nous intéresse, et c'est ce que un petit peu, il m'a semblé, faisait Barbara, c'est-à-dire elle s'intéressait aux autres aspects, elle allait voir le monde de l'autre, qui est aussi un monde aussi riche que le nôtre. Et donc ça, c'est quelque chose qui va bien l'intéresser. Ensuite, eh bien, c'est cette notion d'observer, d'être à l'écoute, et donc d'improviser finalement, et de partir simplement de ce qu'on voit. Voilà, et donc d'être présent avec une qualité d'écoute, avec une qualité d'intervention, d'invention, de créativité, et qui va encourager l'autre à en faire autant. Alors, simplement, je voulais vous signaler, en préparant la soirée, j'ai lu un article d'un philosophe français qui s'appelle Fred Pochet, que je ne connaissais pas, qui est enseignant à Strasbourg. Et c'est une publication qui est faite par l'Université catholique de Colombie, de Bogota. Alors, les gens qui me connaissent savent que je suis très sensible à la Colombie. Et ça s'appelle Enjeux éthiques d'une ontologie de la différence, la situation de handicap comme question sociale et politique. Et c'est vraiment, je pense que c'est le résumé de tout ce qui a été dit ce soir. Absolument. Et je vous encourage à retrouver ça sur Internet. C'est en accès libre. Voilà. Envoie-me-le si tu veux de la référence, comme ça je pourrais la communiquer. D'accord? Vraiment, c'est le résumé. On va arrêter parce qu'il est tard. Je ne souhaitais pas empêcher quiconque de parler dans le public, mais on ne peut pas, il est tard. Donc on refera éventuellement un espace pour pouvoir parler avec des patients. Je dirais juste à la personne qui voulait s'exprimer que dans ma plateforme là, d'enseignement, quand on apprend à pratiquer l'hypnose, entre autres, il y a toujours des patients, et les patients qui sont présents viennent à la fois pour vivre une consultation et pour s'exprimer. Et en réalité, non seulement ils s'expriment, ils participent avec nous à la formation, c'est-à-dire qu'ils passent au moins 1 heure le matin pour partager des notions. Donc, je pense que c'est important que chacun ait sa place, mais il faut que la place soit créée, qu'on ait le temps de donner la parole à tous. Merci à tous les orateurs, merci à Thierry et à Barbara. Merci à Nicolas, Antoine, Patrick, Henri. Je vous dis à bientôt. Fin mars, nous nous retrouverons pour une conférence où nous parlerons des retentissements des psychotraumatismes de l'histoire, en fait. Donc, nous prendrons des faits d'histoire relativement anciens, on partira peut-être il y a 200, 300 ans, etc., même peut-être plus, et on comparera dans cette notion de psychotraumatisme lié à l'histoire, ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec des événements beaucoup plus récents de nos propres vies, par exemple un événement de quelqu'un dans sa famille qui a un souci, etc. Et on verra que l'histoire peut finalement donner de l'espoir aussi, parce qu'elle peut montrer que le psychotraumatisme évolue avec le temps. Merci à vous tous et puis bonne fin de soirée. Salut.